Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de ce 11-12, le dernier du mois de décembre. Et pour ce 11-12, on a le plaisir de vous accueillir Emmanuel Royan, donc chargé du patrimoine, et moi, Juliette Boutin, chargée de bibliothèque, action territoriale et éducation artistique et culturelle, pour ce dernier 11-12 de l'année qu'on co-organise l'une et l'autre ensemble. Euh, on a quelques règles d'usage pour le 11-12. Le 11-12. D'abord, si vous voulez bien, nous conserver vos micros éteints pendant les interventions notamment. Pensez aussi à renommer votre nom et structure si possible en cliquant sur votre petit onglet pour faciliter l'émargement qu'on fait des personnes présentes. On vous rappelle que vous pouvez prendre la parole en levant la petite main à droite de l'icône voilà, ou à prendre éventuellement le micro. Euh, pour ce qui est des questions pratiques, voilà. Ce 11-12 a été choisi parce que, comme vous le savez, pardon, on vous propose de mettre les sujets qui vous intéressent sur le site La Parenthèse. Et la bibliothèque de la Cité est un des sujets qui a été fortement plébiscité. Et on est ravis pour ce sujet d'accueillir Elnora Leboeck, qui nous fait le plaisir voilà, de participer ce matin et de vous informer de ce sur quoi elle a beaucoup travaillé. Elle intervient ce matin en tant que secrétaire adjointe de l'ABF, Association des bibliothécaires de France, et membre de l'organisation des Assises debout de l'éducation populaire. Voilà, on a un timing d'une heure, le 11-12, une heure, mais ça va être un 11-12 assez dense. Donc voilà, on remercie infiniment le BOEC de cette intervention de ce matin et on vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Effectivement, le sujet qui a été choisi est d'autant plus complexe et grand que j'ai dû choisir un angle d'attaque pour vous parler d'une partie de ce que j'ai pu travailler toujours en collectif avec un certain nombre de membres de l'ABF. Le sujet qui a été choisi, il a un périmètre très vaste car c'est vraiment une question qu'on peut se poser dans beaucoup de territoires différents. Comment la bibliothèque va s'insérer ou les bibliothèques ou la politique de lecture publique va s'insérer dans son territoire et avoir un lien d'implantation constructif. Euh, pour ne pas déborder de l'heure, j'ai donc choisi un angle d'attaque, mais j'espère que vous pourrez en tirer des choses sur d'autres types de territoires. J'ai choisi et j'ai proposé de pouvoir vous faire part d'un travail qui a été fait pendant un an, de 2023 à 2024, au sein de l'ABF, qui est bien sûr en lien avec beaucoup de réflexions de la profession sur les sujets du territoire et de l'implantation des bibliothèques dans leur territoire. Mais on a fait un vrai focus sur les quartiers populaires, les bibliothèques en quartier populaire. Et c'est une langue que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, même si on peut extrapoler ou en tout cas réfléchir à partir de ces quartiers-là sur d'autres types de bibliothèques. Je vais essayer de faire défiler. Voilà, merci. Hop. Donc effectivement, dans l'intitulé de ce 11-12, on parlait de rôle social des bibliothèques, du tissage d'un lien social au sein des territoires et dans lesquels les bibliothèques sont implantées. Je voulais rappeler juste un, un préalable du travail du groupe que je vous présenterai tout à l'heure. C'est qu'on a pensé non pas en termes de lieu, non pas en termes de bibliothèque, en qualité de bâtiment ou d'équipement. On a pensé en termes d'une politique de lecture publique, comme on pourrait parler d'une politique de l'éducation, une politique de la jeunesse, politique d'aménagement. Et c'est d'autant plus intéressant, en tout cas c'est ce qu'on pense, du côté des quartiers populaires. Ce qui a été important aussi pour nous de valider comme vocabulaire, c'est se mettre d'accord sur le terme de quartier populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler sur deux types de territoires, c'est-à-dire que on ne voulait pas traiter
du sujet en parlant de quartiers prioritaires de la ville, qui est une autre classification de ces quartiers, puisqu'en fait, les critères évoluent au fur et à mesure pour faire rentrer ces quartiers de ville et de métropole dans les politiques de l'action de l'État. Et au fur et à mesure des dizaines d'années de politique de la ville, ces critères ont évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est bibliothécaire, on peut travailler dans un quartier qui a été QPV, qui a toujours été QPV, qui est devenu QPV. Et en fait, nous, on voulait vraiment travailler sur la notion de quartier populaire, en se disant qu'on le mettait au pluriel, puisqu'il y avait différents types de quartiers populaires. Et la question à laquelle on n'a pas encore tout à fait répondu, mais peut-être que vous vous posez la même aussi, c'est qu'est-ce qu'une action politique de lecture publique dans les quartiers populaires? Est-ce que c'est la bibliothèque? Est-ce que c'est les actions de la bibliothèque? Est-ce que c'est simplement les bibliothécaires et leur relation à la population? C'est sans doute un petit peu de tout, euh, et, euh, et c'est un peu une question qu'on s'est posée au préalable. On s'est également posé la question du lien de confiance avec la population, ce qui est aussi valable dans d'autres types de territoires, des usages de ces offres, ou en tout cas de cette politique publique qu'on mène dans les bibliothèques, et aussi de ses impacts. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher quand on est bibliothèque, quand on a un schéma de lecture publique, quand on a un PCSES, quand on a une équipe, qu'est-ce qu'on va chercher auprès de la population et de quoi parle-t-on? Évidemment, en sous-texte, il y a aussi des questions de compétences et d'outils. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être implanté dans ces territoires-là? Et ça, je pense que c'est vraiment des questions qu'on peut extrapoler sur d'autres types de territoires, mais on s'est vraiment posé la question des spécificités des quartiers populaires. Comme c'est un travail qui est long, qui n'est pas fini, je voulais au préalable de vous voilà, présenter des choses plus précises, vous dire ce qu'on n'a pas traité parce qu'on a encore besoin de travailler sur ces sujets-là et qu'on a encore besoin de la profession pour avoir des exemples et d'autres professions, notamment les chercheurs, pour continuer à travailler ces sujets-là. Ce qui n'est pas tout à fait abordé ici, c'est des endroits ou des expériences ou une analyse de bibliothèques qui se trouvent prises dans un écosystème de violence, notamment armée, qui peut être lié au narcotrafic, notamment ou des systèmes d'embrouille ou ce qu'on peut appeler des rixes entre jeunes qui sont un autre type de violence qui n'est pas forcément lié au narcotrafic. On n'a pas exactement traité l'expérience genrée des quartiers populaires et notamment la place des filles et des jeunes filles ou des femmes et des mères dans les quartiers populaires, même si on l'a abordé, mais pas spécifiquement. Et on est preneuse, parce que c'est un groupe de bibliothécaires femmes qui ont travaillé là-dessus, mais on est preneuse d'encore d'autres sujets à explorer. Donc, pour vous dire que c'est une amorce de travail, ce que je vais vous présenter, et pas quelque chose de fini. Alors, pour vous présenter très brièvement et leur redonner un petit peu leur rôle dans ce travail-là, on a constitué un groupe projet ABF en juillet 2023 euh, qui nous a permis de travailler ensemble pendant quasiment voilà, 9 mois. Une belle aventure pour ce groupe-là. Donc, vous retrouvez les noms des collègues qui ont travaillé là-dessus. C'est issu de deux partenariats spécifiques, l'Association des élèves conservateurs territoriaux des bibliothèques. On a bénéficié de 5 très précisément élèves conservatrices qui travaillaient sur ces sujets parallèlement pendant leur formation et qui nous ont donné du temps pour aller chercher aussi des chercheurs, des professionnels de métiers cousins ou en tout cas de métiers avec lesquels on travaille. Et puis Christine Loquet, Hélène Brochard et moi-même qui sommes membres de plusieurs commissions de l'ABF et qui avons déjà travaillé ces sujets par d'autres biais et sur lesquels on voulait se spécialiser un petit peu sur cette préparation d'événements. Donc ce groupe-là a préparé les assises debout des bibliothèques en quartier populaire qui ont eu lieu en mai dernier. Et on a bénéficié d'un gros partenariat avec la bibliothèque de la Cité des Sciences
qui, mine de rien, est à Paris, dans un quartier du 19e arrondissement qui n'est pas loin d'un QPV et pas loin du 93. Et l'équipe se posait plusieurs questions et avec également leur partenariat et leur accueil le jour J, on a pu travailler ces questions. Parce que je vais utiliser beaucoup de ces illustrations aujourd'hui, je voulais mentionner Céline Diwes, qui fait sous le nom de ZD Graphique les illustrations que je vais vous présenter et qui a été fonctionnaire en collectivité territoriale et qui connaissait le sujet, qui est aujourd'hui illustratrice et dessinatrice, et qui a pu aussi nous apporter non seulement ses illustrations, mais aussi son regard sur notre travail. Donc, c'était vraiment très bénéfique à notre travail et c'est un peu sur ces illustrations que je vais baser ma présentation aujourd'hui. Donc, je vais juste reprendre très brièvement ce que j'ai pu dire là. Pourquoi effectivement parler de ces sujets-là? Parce que effectivement, on se posait déjà des questions bien avant 2023 sur la spécificité d'agir en tant que bibliothécaire dans les quartiers populaires, mais évidemment parce qu'en juin-juillet 2023, les événements des émeutes dans les quartiers populaires nous ont questionnés. Ça a pris un tournant très d'urgence sur le moment, notamment en juillet 2023. J'en reparlerai. La première brique de notre réflexion, c'est un webinaire travaillé très en réaction et en urgence, avec lequel on a travaillé des regards sociologiques sur notre posture, sur notre rôle là-dessus, mais aussi de se remettre dans des dizaines d'années de travail sur les quartiers populaires et on a bénéficié du regard de Denis Merklen qui avait publié il y a maintenant une quinzaine d'années un ouvrage sur les bibliothèques qui brûlent et notamment en quartier populaire et de Julien Talpin qui avait fait une étude plus récente, une étude collective qu'il avait dirigée, dont je vais reparler, et qui nous a fait, tous les deux nous ont fait le plaisir de revenir sur les assises debout des bibliothèques en quartier populaire. Et donc, ce webinaire avait mis les bases de notre réflexion. Comment Eh ben, très précisément sur les assises debout, on voulait vraiment s'appuyer sur les sciences sociales. On pensait vraiment que c'était un apport bénéfique pour notre métier. Et donc, je vais vous en reparler. Beaucoup de chercheurs nous ont confirmé leur intérêt pour les bibliothèques en quartier populaire. Certains n'ont pas pu se rendre aux assises debout et parler, mais beaucoup nous ont dit travailler sur le sujet par ricochet. Et, euh, et donc, c'est un travail qui s'est amorcé avec quelques-uns et on espère qu'il va pouvoir se continuer avec d'autres. Évidemment, la question quand on parle de politique publique et de territoire, c'est de travailler avec d'autres professions. Une en particulier, et je vais y revenir sur les assises debout, mais évidemment, c'était une méthode qu'on voulait vraiment utiliser pour cette préparation, de travailler avec d'autres professions et de travailler sur cette question sans parler que des bibliothécaires et surtout travailler les liens avec les autres professions. Et évidemment, on a mis un pluriel à quartier populaire puisque les territoires dont on parle ne sont pas tous uniformes. Ils ont tous une vie différente, des questions de mobilité qui sont différentes. Certains sont très difficilement atteignables, d'autres ont des barrières territoriales qui les font être plus difficilement liées à des centres-villes ou à des types d'activités qui peuvent être des activités de travail ou de formation. D'autres sont implantés dans des mobilités plus fluides. Voilà, juste pour prendre l'exemple de la mobilité, c'est une question qui ne peut pas être généralisée et donc on voulait garder cette spécificité de chaque territoire. Sur les assises debout, on a commencé donc avec un public d'une centaine de bibliothécaires à la bibliothèque de la Cité des Sciences. Notre premier volet, ça a été de reprendre du recul sur l'épreuve des discriminations dans les quartiers populaires. On voulait s'appuyer sur plusieurs outils sociologiques et études qui ont déjà été faites, mais également sur l'intervention d'une association qui s'appelle Profession banlieue, qui travaille dans le 93, mais qui travaille en réseau
avec d'autres centres de ressources sur les quartiers populaires. Et donc, ce sont des centres de ressources qui sont capables, notamment, il y en a un autre à Nantes, par exemple, de travailler sur un territoire qui peut être régional et de travailler sur des statistiques, des études sociologiques propres à des régions et propres à des temporalités qui sont vraiment très précieuses pour pouvoir, en tout cas, mesurer au fur et à mesure de l'évolution des quartiers populaires ce qu'on en dit, la réalité des choses. Et la profession banlieue a pu nous développer ce que les chercheurs ont pu confirmer, c'est-à-dire que on ne peut pas faire voilà, un constat au démarrage d'un travail comme ça sur une forme de stigmate que la population subit sur ces quartiers-là. Pourquoi un stigmate? Alors, stigmate, c'est vraiment une notion sociologique qui nous a été déployée, c'est-à-dire une représentation de ces populations ou de catégories des populations qui que les gens portent en eux, c'est-à-dire que ils sont obligés de faire avec ce stigmate. Ils sont obligés d'évoluer dans la société avec la représentation que se font d'autres catégories sociales, où on a beaucoup parlé de médias dans ces assises et cette journée professionnelle. Et l'idée dans cette première table ronde, ça a été de confronter un petit peu les données statistiques et les recherches un petit peu plus empiriques et qualitatives venues d'entretiens sociologiques avec la population pour non pas se défaire entièrement du stigmate, mais les mettre en relation. J'utilise du coup les petits visuels qu'a fait Céline Ziwes pour vous donner, parce qu'on n'a qu'une heure, quelques notions. J'espère que ça va vous donner deux, trois informations. Je ne pourrais pas faire l'entièreté de ce qui a été dit. Euh, Effectivement, Profession banlieue a pu nous remettre en contexte le fait qu'on on catégorise les populations des quartiers populaires et c'est un point de vue. L'idée, c'est vraiment de dire que les médias ou la représentation qu'on en a, elle vient de notre rapport au quartier populaire. Si on est issu d'un quartier populaire et qu'on est bibliothécaire, on a un point de vue qui est situé par rapport à notre expérience. Si on est journaliste et qu'on ne vient pas d'un quartier populaire ou qu'on traite le sujet parmi d'autres, on a un point de vue. Pardon. Si on est sociologue, on a un point de vue. L'idée, c'était de venir dire que la représentation des quartiers populaires, elle peut être, comme d'autres territoires, on pourrait en parler pour le rural notamment, elle est, enfin voilà, il faut se le dire, euh, on n'a pas tous les mêmes appréciations de ces populations-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les populations? Ça veut dire que depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une histoire et un vécu, notamment politique, de comment on traite le sujet des quartiers populaires. Par exemple, on s'est posé la question, puisqu'on partait de là, de la question des révoltes ou des émeutes de 2023 et on est revenu un tout petit peu à 2005 et un autre épisode politique. Et Ulysse Rabaté a pu nous dire aussi, c'est quelque chose qu'avait travaillé Denis Merklem aussi, sur la question de comment on traite ces sujets-là et ces épisodes en termes de vocabulaire. Ulysse Rabaté nous disait, et je vais aller très vite là-dessus, malheureusement, c'est que les jeunes eux-mêmes, on a eu plusieurs personnes hein, qui, dans cette journée professionnelle, qui ont pu faire des études directement auprès des jeunes qui ont participé aux émeutes, ce que nous, on n'avait pas comme réalité en tant que bibliothécaire, c'est que les jeunes utilisent le mot émeute. En tout cas, ceux qui ont participé, globalement, majoritairement, ils utilisent le mot émeute. Et nous, en tant que bibliothécaire, on avait traduit ça en révolte. Les mots ont un sens et ça vient dans l'histoire et dans le vécu politique. Et il était difficile de ne pas faire le lien avec 2005, c'est-à-dire que les émeutiers
utilisent aussi un rapport à cette histoire politique, puisqu'ils ont très bien conscience qu'il y a eu les épisodes de 2005. C'est quelque chose de très intéressant pour nous de savoir que elles ne sont pas déconnectées et que l'histoire, ils la portent vraiment en eux et que il y a bien une réalité historique chez eux enfin voilà, pour agir de manière violente. Ce qui nous a été dit aussi, c'est que derrière les émeutes, notamment de 2023, mais c'est le cas aussi en 2005, et pour des épisodes moins nationaux, il y a eu des réactions des habitants. On ne peut pas faire comme si certaines associations ou certains quartiers n'ont pas eu un discours politique ou un discours associatif sur les émeutes ou sur la question des violences ou en tout cas du vécu des quartiers populaires. Ça nous a mis une petite prise de recul, c'est-à-dire que certains bibliothécaires dans la salle avaient pu voir des associations se mobiliser. On a eu par exemple l'exemple des maires, notamment à Nanterre, qui, juste après la mort de Naël, sont allées, parce qu'elles sont déjà mobilisées par ailleurs en dehors des émeutes, hein, sont allées se mobiliser pour dialoguer avec les jeunes dans la rue les soirs des émeutes. Et ça, c'est ce que les chercheurs nous ont expliqué comme étant un espace du réel politique, c'est-à-dire que en dehors des émeutes, en dehors des bibliothèques, en dehors des politiques publiques, il y a bien des communs de représentation politique issus de ces quartiers-là. Excusez-moi, j'essaye hop, voilà, de voir tout mon dessin. Et donc, on a un paradoxe, ce qui ressort notamment de travaux sur les épreuves des discriminations, c'est dans ces quartiers populaires par la population, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire utiliser les institutions, utiliser l'État, intégrez-vous, mais pas trop. Et c'est vraiment ce qui revient de l'expérience des discriminations, c'est-à-dire que les chercheurs, notamment dans un travail qui s'appelle L'épreuve de la discrimination par Julien Talpin, qui nous a fait le plaisir de venir sur cette journée professionnelle, c'est de dire intégrez-vous à la société, mais ne vous faites pas trop voir. Et c'est ce que les sociologues appellent un commun de cette épreuve des discriminations dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est sans doute l'expérience et des jeunes garçons, et des mères, et des jeunes filles. Voilà, il y a quelque chose de commun là-dedans. Et voilà, on avait un paradoxe qui peut être un petit peu euh, vécu aussi par les bibliothécaires, c'est-à-dire le rapport complexe à l'institution qu'on peut représenter. Ce que disait Julien Talpin, c'est que la problématique des bibliothèques, pour l'extrapoler un tout petit peu là aux bibliothèques, c'est que on est le lien de proximité de la politique culturelle, notamment, puisque il y a peu de théâtre dans les quartiers populaires, ou en tout cas ils sont moins ouverts à la population. On a un autre modèle euh, qui se, qui se met là. Les cinémas, c'est potentiellement payant. Donc la bibliothèque a vraiment un rôle d'institution de proximité, mais c'est aussi la représentation de l'État, même si nous, on n'est pas directement l'État, on est quand même une représentation de cette injonction, ou en tout cas de cette épreuve des discriminations. Et c'est tout le paradoxe dans lequel on était, notamment dans ces incidents-là de 2023. Je suis obligée d'aller vite, je suis désolée. Je vais passer à la question suivante, peut-être. Juliette? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voulais préciser qu'il y aurait beaucoup de ressources qui vous seront présentées et envoyées par ailleurs parce que Eleonora a beaucoup de ressources à vous faire parvenir. Et de fait de ce paradoxe, la question, c'est la bibliothèque en tant que lieu physique et dans quels endroits en fait la bibliothèque se situe en tant que bibliothécaire et où la lecture publique peut exister en dehors du lieu bibliothèque. Voilà, Oui. donc c'est ce sur quoi on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de se pencher.
On a pris un axe très particulier, bon, du fait aussi, hop là, pardon, je suis passée trop vite, voilà. Du fait aussi, je vous l'avoue franchement, de l'organisation de la journée professionnelle, c'est-à-dire on voulait faire parler des personnes spécifiques et ne pas parler à leur place. On a pris l'axe des jeunes. Ça nous semblait être un focus intéressant pour une première journée professionnelle là-dessus. Comment la bibliothèque et en fait les politiques publiques discutent avec les jeunes dans les quartiers populaires. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu bénéficier d'une recherche participative, en tout cas la présentation d'une recherche participative. Excusez-moi, je vais y arriver. Hop. C'est-à-dire que on a pu avoir le débriefing d'une recherche où les jeunes ont pu s'exprimer sur leur propre représentation de la culture, parmi d'autres sujets, parce que l'idée c'était que des chercheurs ont pris des groupes de jeunes pour pouvoir leur faire une recherche-action, et donc les jeunes ont eux-mêmes travaillé sur des sujets de sociologie. Alors évidemment, il y avait des questions sur l'emploi, il y avait des questions sur l'école, il y avait des questions sur le foot. Mais nous, ce qu'on a demandé d'extraire sur cette journée professionnelle, c'était la question de la culture. Et évidemment, leur expérience de ce lien de proximité, ou en tout cas de leur culture à eux. Ce qui ressort, mais on peut peut-être le généraliser à d'autres types de populations, c'est que évidemment, les jeunes, quand ils sont mis dans enfin, les jeunes. Déjà, premier constat, les jeunes ne sont pas homogènes. C'est ce que nous disait la chercheuse Jeanne de Moulin, c'est que en fait, ils aimeraient, c'est ce qu'ils expriment de manière commune, sortir de la représentation. Donc, évidemment, c'est ce que les autres chercheurs disaient. Et donc, comment travailler avec ces populations-là, ou cette catégorie d'âge-là, je vais l'appeler comme ça pour être juste, c'est qu'en fait, ils ont une expérience urbaine, et donc ils ont une expérience des bibliothèques. Donc la recherche nous donne peut-être quelques outils, c'est que c'est des outils d'éducation populaire hein, qu'on a déjà travaillé en bibliothèque, mais la recherche que nous a présentée Jeanne de Moulin, c'est de faire des cartes sensibles, c'est de pouvoir les faire parler, en fait, ces catégories d'âge-là, sur leur représentation, et d'essayer de ne pas utiliser le vocabulaire euh, des professionnels. En fait, comment parler à ces populations-là, et c'est ce que font d'autres professions, je vais y revenir, c'est de ne pas leur imposer nos mots, nos vocabulaires. Et en fait, eux, ils avaient envie de parler d'engagement, ils avaient envie de parler de comment ils se représentent la culture, mais ils utilisent d'autres mots. Et donc, parfois, il faut ouvrir la focale et poser des questions à ces populations-là. Et là, je prends l'exemple des jeunes, mais en fait, leur donner le temps de s'exprimer sur la culture ou sur leur vécu ou sur leurs expériences. C'est une manière de nous enlever une part de représentation qu'on peut avoir sur ces quartiers populaires-là. Et on s'est basé aussi sur le retour d'expérience de deux collègues de la prévention spécialisée. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un travail d'éducateur de rue en milieu ouvert, en fait, qui permet bah, de connaître, d'avoir un lien de proximité, on va dire, mobile. Et là, j'extrapole un petit peu ce qu'on s'est dit ce jour-là, mais ce qui était intéressant, c'est que on peut le mettre en relation avec le travail que font les bibliothécaires quand ils sont hors les murs. C'est-à-dire que les bibliothèques de rue, des parcs, les lectures pendant l'été, le déplacement des bibliothécaires, alors par des moyens très différents en fonction hein, des réseaux ou des bibliothèques, une bibliambule, un bibliobus, juste un bibliothécaire à la PMI, enfin, voilà, tout un tas de formats euh, de, d'actions hors les murs. Ce sont aussi des formats d'éducation populaire qui sont en fait hérités de l'éducation populaire et d'où sont issues ces professions-là. Ce que disaient Adil Fall et Afid, qui étaient les deux collègues qui nous ont fait un retour d'expérience, c'est que sans confiance, on ne fait rien. Et que la confiance, elle se fait également vers l'aller vers. Alors,
C'est un enfonçage de porte ouverte que je vous dis là parce que je sais pertinemment que les collègues le travaillent déjà. Mais se le redire, c'est se dire que c'est peut-être une priorité. Il y a énormément de collègues qui mettent de l'énergie sur le fait de créer du lien en sortant du lieu. Mais je voulais le redire parce que parfois on peut être dans une situation où les priorités ne sont pas là, notre temps n'est pas là, la mobilisation des équipes n'est pas là. Et en fait, ce que redisait cette profession-là, c'est que c'est un préalable. Et que si les bibliothécaires ne peuvent pas le faire, c'est peut-être en discutant avec des professionnels ou des associations qui le font, qu'on peut stabiliser ce préalable-là. Et ce que nous ont dit les collègues de la prévention spécialisée, c'est que se lier à son territoire, c'est aussi réagir à l'urgence. Et ce que eux ont pu faire dans un quartier dont on va reparler peut-être, qui est à Borny, c'est le quartier de Borny à Metz, parce qu'on va reparler de la bibliothèque de ce quartier-là, c'est de se replacer au cœur du quartier. Donc en fait, il y a eu les émeutes à Borny et eux, ils ont réagi avec un dispositif qu'ils ont appelé les chaises pliantes parce que, donc pour la petite histoire, les chaises pliantes, c'est ce qui est utilisé dans un quartier comme Borny, mais ailleurs, par les dealers sur les points de deal, c'est-à-dire que se mettre sur un endroit, notamment de l'espace public, pour avoir voilà, un rendez-vous fixe, un rendez-vous commercial, si je puis dire, c'est d'ouvrir une chaise pliante et de s'installer là. L'idée de ces collègues-là, c'est de détourner ça et de dire ben, la population et les éducateurs de rue et la profession des éducateurs spécialisés peut s'installer dans l'espace public avec des chaises pliantes, se placer au cœur du quartier à la suite des émeutes pour faire autre chose. Et ce qu'ils ont demandé aux populations volontaires et au quartier, c'est de venir débattre. Et ils ont trouvé des sujets du type l'éducation, la famille, la culture. Ils ont parlé de la bibliothèque de Borny. C'est de se dire, on ouvre juste des chaises pliantes et on se parle. Et ça a été un moment qui a été plébiscité hein, par la population et qui a été aussi une réaction d'urgence. C'est-à-dire que les compétences de ces éducateurs-là, c'était de fabriquer en 2 jours un rendez-vous, de mobiliser les habitants, d'utiliser un mode de débat, d'essayer d'outiller la population pour en débattre, d'animer le débat, d'en faire un deuxième en se disant de quoi on va parler la prochaine fois. Et ça, moi, je suis persuadée que, même si c'est pas exactement notre endroit, c'est quand même quelque chose qu'on peut réutiliser, outiller au niveau des bibliothèques. Je vais peut-être m'arrêter là sur ce sujet. Eh bien, merci. Mais alors, pour continuer sur cette question de rapport entre les cultures, parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est les ou la culture, c'est là tout l'enjeu. Ce que vous nous expliquiez, Léonora, c'est que la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que dans les bibliothèques soit intégré ce qui existe autour et qui n'est pas forcément entendu comme la culture à proposer en bibliothèque actuellement. Et voilà, la question de l'absorption, est-ce qu'on peut trouver un terme plus adéquat entre ces différentes expériences de vie, modes de vie, modes d'exister au monde. Oui. Bah, nous, on a utilisé la question des droits culturels, mais effectivement, l'absorption de la culture déjà existante des quartiers, c'est une autre manière de le dire. On voulait vraiment donner la parole à notamment un journaliste de l'Étincelle. Donc, c'est un média du Nord 93. C'est dans cette lignée des médias qui ont été créés par les habitants et notamment les jeunes qui voulaient devenir journalistes, comme le Bondi Blog. Donc, l'Étincelle Média, c'est un journal en ligne qui est vraiment constitué de journalistes de ces quartiers-là et notamment jeunes. Là, ce qu'on a essayé de faire avec cette table ronde et qui est un petit peu le lien très concret avec ce qu'on peut faire, c'est que l'exercice des droits culturels il est important
partout, hein. C'est une notion qui a émergé dans les années 90 et dont on se saisit en bibliothèque et dans la culture de toute façon depuis les années 90 par différents biais. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour une bibliothèque en quartier populaire? Qu'est-ce que ça veut dire pour des bibliothécaires concrètement? Respecter et faire respecter les droits culturels des habitants, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui nous dit qu'il n'en est pas d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vais juste repartir de ce que nous en a dit le journaliste de l'Étincelle Média, dont je vais trouver le nom tout de suite, Walid Chadzi, qui en fait nous a dit un quartier, une banlieue, une population, c'est une somme d'aspirations. Et la bibliothèque, parmi d'autres choses, hein, mais la bibliothèque, c'est un lieu potentiellement d'attachement. Donc ça revient à notre fonction de lien social, de proximité, en fait, qui est vraiment notre plus-value. Mais c'est aussi, les populations de ces quartiers-là, c'est aussi un ensemble d'aspirations. Et derrière le mot aspiration, ce qu'il y a, c'est un univers désirable, c'est un imaginaire, c'est un lieu à soi, et c'est aussi des communs qu'on peut partager. Et ce que disait Walid, alors là j'extrapole un petit peu, mais il nous a vraiment parlé d'aspiration, lui, et d'un commun. C'est qu'en fait, si le vécu dont je parlais tout à l'heure des discriminations se réitère dans la bibliothèque, c'est un renvoi à une forme. Alors, c'est pas voulu forcément hein, par les bibliothécaires, c'était pas du tout formulé comme un reproche, euh, mais la bibliothèque peut se baser sur la culture des quartiers populaires pour l'absorber. Et c'est un signal donné par la bibliothèque et donc par les bibliothécaires d'une relation de confiance à ces communautés. Alors, ce qu'il dit, c'est que essayer de se dire qu'en sortant de la bibliothèque, on a un lien de proximité, de confiance qui permet de questionner la population, c'est de se dire aussi quelle est votre culture? Quelle est la culture? Enfin, qu'est-ce que vous désignez vous comme culture? Et cette question-là, c'est aussi une forme de préalable. C'est-à-dire que si la bibliothèque, elle est appréciée, quand même, elle est quand même appréciée, mais victime collatérale, on va dire, d'un rapport institutionnel à la culture, si la bibliothèque peut jouer un rôle euh, de, euh, de, on va dire, de briser les barrières entre la culture légitime et la culture des populations, c'est peut-être là où elle a vraiment une forme de politique culturelle nouvelle ou en tout cas intéressante. C'est ce que nous a dit Julien Talpin, c'est-à-dire que la place des espaces bibliothèques, c'est en partie un espace à soi, là où dans des quartiers populaires, les habitats sont petits, les enfants n'ont pas forcément leur chambre à eux, les plus grands, hein, les adolescents et les jeunes adultes n'ont pas forcément un espace à eux où ils peuvent faire leurs activités, mais les adultes non plus. Et donc, une bibliothèque, c'est potentiellement une bulle, un lieu refuge. Et ça, c'est une première chose qui est intéressante. L'autre, mais qui est un peu plus individuelle, ou en tout cas peu partageable, mais qui peut se faire dans un espace public intérieur, c'est-à-dire un espace partagé. Ce qui est intéressant dans ce que nous a dit Julien Talpin, c'est que la bibliothèque, c'est aussi un endroit où il y a des communs. Et c'est là où notre jeune journaliste a pu redire ça, c'est que le nous des populations des quartiers populaires, c'est une partie de la solution. C'est-à-dire que rediscuter avec les gens de ce qui fait culture pour eux, c'est les réimpliquer. Et ça, c'est vraiment un respect des droits culturels. C'est un des droits culturels, c'est la contribution à la vie culturelle. Et ce qu'on peut faire également, c'est de renouveler les débats, renouveler les dialogues et de se dire que on ne fait rien sans eux, on ne fait pas d'action culturelle sans une association, on ne fait pas d'action culturelle sans participation des publics dans la construction de nos actions culturelles. On ne fait pas d'action éducative sans la construction au préalable euh, avec les, euh, avec les acteurs de ces quartiers-là.
dans la mesure du possible, hein, évidemment. On ne pense pas un format pour les adolescents ou pour les jeunes adultes sans avoir discuté au préalable, avoir fait des constats au préalable avec le service jeunesse, avec la prévention spécialisée, etc. C'est une garantie d'avoir un outillage intéressant pour que la population ou certaines personnes de la population qui ont envie aussi hein, d'utiliser la bibliothèque, parce que tout le monde n'a pas envie d'être en bibliothèque, mais ceux qui le voudront se diront que c'est possible. Et en fait, on sera d'autant plus pertinent dans notre proposition si tout ça est lié. Alors, je vous dis ça, c'est facile à dire parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on priorise hein, dans nos. J'ai bien conscience, hein, il faut qu'on priorise dans nos énergies, mais c'est quand même ce que nous ont dit les chercheurs et les premiers concernés. Et on a eu le point de vue de Nawel Babamed qui est assez intéressant. Alors, c'est la seule conférence, table ronde qu'on a eue qui a été enregistrée par la bibliothèque La Cité des Sciences. Donc, vous pouvez retrouver l'entièreté de celle-ci en particulier sur notre site. En fait, les droits culturels, c'est un outil de dignité, de redonner une dignité à ces personnes. En fait, c'est comme ça que dans un processus de lien et de proximité qu'on a déjà, et c'est ce que n'arrêtent pas de nous dire les chercheurs qui ont été sur cette journée professionnelle, mais avec lesquels on discute par ailleurs, ou ceux qui n'ont pas pu venir, c'est que redonner un brin d'humanité en faisant un brin de dignité et de participation à ces personnes, c'est le préalable pour se dire qu'on contrebalance tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire une représentation, une discriminante, une épreuve des discriminations. Et du coup, c'est une manière de ne pas voir la bibliothèque comme voilà, comme une institution étatique, ou en tout cas comme un lieu de participation, comme on le dit nous dans notre profession, mais de, de dignité, comme le dit Nawel Babamen. Et en fait, l'idée, c'est qu'on se nourrit de l'interaction réciproque. Et ça veut dire accepter des lieux de frottement. Il faut se le dire clairement dans une profession comme ça, ce qu'on s'est dit cette matinée-là, c'est que ça veut dire qu'on va nous renvoyer des images qu'on ne veut pas. On va nous renvoyer une culture légitime, on va nous dire que la bibliothèque, c'est fait que pour lire. On va avoir des parents qui vont nous dire, mais si, les bibliothèques, c'est important parce que mon enfant doit réussir à l'école, alors que parfois on a aussi envie d'être la bibliothèque lecture loisir ou autre chose que le lieu des devoirs et des devoirs dans le sens scolaire, mais des devoirs aussi dans le sens citoyenneté ou en tout cas euh, on va dire, quelque chose qui est imposé à l'enfant. On voudrait que ce soit le lieu de l'imaginaire, mais on va nous le renvoyer. Ça veut dire que on va s'ouvrir à des moments de frottement avec des représentations qu'on va nous renvoyer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise. Euh, on peut avoir des débats ou en tout cas des discussions que vous avez très certainement déjà et que les collègues de la France entière qui travaillent en quartier populaire ou ailleurs ont déjà. C'est que la bibliothèque aujourd'hui, les bibliothèques ont des représentations dans la population et que pour l'instant, on ne peut pas faire sans ces représentations-là. Mais au cas par cas et avec la population, on peut travailler euh, un croisement de leurs aspirations et de ce que sont nos missions de service public, insérées dans la loi Robert, le respect des droits culturels, l'ouverture, l'accueil gratuit à tous. Et ça, en quartier populaire, ça veut dire potentiellement faire très souvent majoritairement avec la population et avec un dialogue. Donc c'est quelque chose que je sais être déjà le cas dans d'autres quartiers, enfin des bibliothèques en quartier populaire. Et juste pour vous donner quelques exemples, je vais enchaîner sur les conclusions des ateliers qui ont eu lieu ensuite. Alors ça va être très compliqué de vous faire un résumé des ateliers. On espère pouvoir continuer à discuter là-dessus. Non, pardon, je vais commencer par Borny. Les ateliers, j'en parlerai tout de suite après. Julie Fontaine de la médiathèque de Phoenix, c'est un nom euh, qui a été décidé après les émeutes, puisque la médiathèque de Borny a entièrement brûlé pour trouver un reportage
euh, sur un reportage radio sur cette médiathèque. Elle nous a fait le plaisir et en même temps, c'était très intéressant d'avoir un retour d'une bibliothécaire sur ces émeutes-là et surtout de cette bibliothèque-là. Euh, Elle nous a dit que avant 2023, la bibliothèque était un lieu très ouvert et très fréquenté. Que la bibliothèque a brûlé en juillet 2023, début juillet 2023, et que ça a provoqué tout un tas de contraintes, de difficultés, évidemment, vous pouvez l'imaginer, mais aussi qu'ils ont pu bénéficier d'un soutien et de projets qui ont pu faire renouveler les actions des bibliothécaires pendant notamment l'été qui a suivi. Évidemment, les priorités, c'était de prendre soin de l'équipe pendant l'été 2023, de se rassembler, mais du coup, se rassembler aussi avec la population, les élus, les autres professionnels, et surtout d'imaginer la suite, c'est-à-dire d'imaginer la nouvelle médiathèque, puisqu'il a été décidé très rapidement de la reconstruire, avec notamment un appel au crowdfunding. Et donc, il a été assez rapide de dire on continue le lien et on continue et on se projette sur une nouvelle médiathèque. Le projet qui a été monté, mais parce qu'il avait été il était déjà dans les tuyaux aussi pour l'équipe et pour la mairie, c'est un projet qui a été appelé Born Me to Be Alive. Et en fait, l'idée, c'était de donner rendez-vous à, à des enfants, à des personnes de la population, grâce à une artiste, pour notamment se donner, se rappeler des souvenirs dans la médiathèque, donc des vécus, des expériences dans la médiathèque. Et donc, je vous le dis très rapidement, hein, l'artiste a pu mettre en scène dans le quartier les souvenirs qu'avaient les habitants de la médiathèque précédente, mais aussi pour se projeter sur la nouvelle. Et donc, cette création par la culture d'un souvenir, d'un lieu culturel, ça a permis de faire du lien. Et évidemment, avec la participation notamment des enfants, ça a été un rendez-vous donné de lien social et de proximité pour dire que la bibliothèque était encore là. Je vous invite à écouter la table ronde et ce retour d'expérience-là, parce que ce sera mieux dit que là, j'essaye de vous faire un teaser. Euh, Ça sera mieux expliqué par Julie Fontaine. On a eu trois ateliers, regarde là. On a eu trois ateliers l'après-midi qui vont faire l'objet d'une restitution. Je vous le dis très rapidement, on a eu le bénéfice de trois collègues qui ont pu nous appuyer sur leurs expériences réciproques. Alors, sur les dynamiques partenariales, la gestion de la crise et les équipements hybrides, c'était trois sujets qui étaient des sous-sujets en fait des quartiers populaires, des bibliothèques en quartier populaire. Euh, le territoire et ses habitants, aller voir, garder des traces même des échecs de liens partenariaux, c'est-à-dire de se dire que quand on essaye avec un partenaire, mais que ça ne marche pas, ça dit quelque chose du quartier dans lequel on travaille. Ça a été voilà, un atelier d'une vingtaine de personnes qui a pu travailler sur des outils particuliers. Là aussi, je suis désolée, je vous fais un teasing, mais on essaiera de donner plus de contenu dans un écrit que l'ABF est en train de préparer. Prévenir et gérer une crise, alors c'est pas spécifique au quartier populaire, mais là, on avait vraiment le sujet des émeutes en tête. Et donc, on a essayé de déplier les étapes de la crise et on a bénéficié aussi d'un travail dont je vous reparlerai dans les ressources spécifiques aux bibliothèques et de déplier un petit peu les étapes par lesquelles on passe pour se redire aussi que quand on est dans une crise en tant qu'équipe et en tant que quartier a fortiori, on est dans l'émotion et donc se redire qu'il y a des étapes par lesquelles on passe sur tout type de crise, c'est aussi important pour pouvoir reprendre la main. Et c'est un peu ce qu'a fait Borny, mais c'est un peu ce qu'ont fait d'autres bibliothèques l'été 2023. Et de prendre le temps de passer par toutes les étapes, c'est important. Donc, on est en train
de fixer le travail de ce groupe-là aussi. Et puis évidemment, les équipements hybrides. Là, je vais citer le collègue qui a travaillé sur, puisque c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, très précisément Rhône-Alpes, que travaillait ce collègue-là. Donc en fait, on est parti notamment de l'expérience de Vaux-en-Velin, bibliothèque, centre social. Et donc effectivement, la question de la mutualisation des lieux intégrés était au cœur de cet atelier-là et de se dire que c'est important de passer par l'étape de donner des objectifs, de donner un sens à ces lieux pour qu'ils ne vivotent pas sans avoir de mission de service public très précise dans les quartiers populaires et notamment dans un quartier comme le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, comme d'autres quartiers. C'était très intéressant de déplier ça et on avait dans l'atelier des collègues qui venaient d'équipements hybrides ou de futurs équipements hybrides partout en France. Et c'était très intéressant de voir ce qui était commun aux équipements hybrides des quartiers populaires. Parce qu'un tiers-lieu rural ou un centre social bibliothèque ou d'autres types d'hybridation ou d'intégration de services publics différents, ça ne donne pas les mêmes missions et ça ne donne pas le même sens à ces lieux. Eh bien, je pense que j'ai fini sur cet aspect-là. Hop. Eh bien, merci. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées et de questions, qui auraient envie. Oui, est-ce que peut-être je peux du coup juste terminer par les ressources, comme Mais ça on bien enchaîne sur les sûr. questions de manière. Donc voilà, vous rappelez que sur le site de l'ABF, on a évidemment une page dédiée aux assises debout des bibliothèques en quartier populaire où vous retrouverez les visuels, la vidéo dont je vous parlais, les noms des personnes que je n'ai pas pu toutes citer aujourd'hui. Également vous dire qu'on s'est basé sur plusieurs livres que j'ai parfois cités dans cette présentation. Le plus ancien, qui est l'étude de Denny Merklen sur les bibliothèques qui brûlent, et notamment dans les quartiers populaires, qui est une base évidemment de réflexion. Bibliothèque porte et ponce à la fois, c'est pas forcément que sur les quartiers populaires, mais il me semblait important de le mettre là, puisque le sujet était plus vaste au départ sur ce 11-12, et qu'en fait, cette conférence de Denis Merklen au congrès de l'ABF de Metz dernier a été commentée et rebalayée par les auteurs de cet ouvrage collectif qui est assez intéressant sur le sujet grand global et qui comprend bien évidemment des choses sur les quartiers populaires. Et penser la médiathèque en situation de crise, qui est pour nous une base sur ce travail dans les quartiers populaires, c'est l'expérience locale d'une médiathèque qui traverse une crise dans un quartier populaire avec des jeunes, mais accompagnée par une recherche-intervention d'une sociologue, Joëlle Bordet, qui par ailleurs voilà, est très intéressante sur la notion des quartiers populaires, qui a permis de nous expliquer, nos groupes projets, quelles étaient la différence entre les différents quartiers populaires. On se renvoie vers ces articles, notamment sur Kern et ces colloques qu'elle fait régulièrement. Deux autres ressources, évidemment le webinaire de l'ABF en juillet dernier avec Denis Merklen et Julien Talpin. Alors, il était fait en urgence, mais il contient encore des choses très intéressantes. Et un renvoi vers un documentaire auquel Denis Merklen et moi-même avons participé sur la question des bibliothèques, mais qui reprend des témoignages de lecteurs, d'anciens enfants des quartiers populaires, d'une professeure de français dans un quartier populaire et des témoignages vraiment qui donnent la parole aux concernés. C'est Jeannot, ce livre, donc Jeanne Seignol qui a pu faire ça et c'est gratuit et disponible sur YouTube. Je vous renvoie là-dessus. Elle a nommé ça Pourquoi le livre est politique, mais ça parle des émeutes, des quartiers populaires et des barrières qu'ont certaines personnes à rentrer en bibliothèque ou à lire. Quatre ouvrages sur les sciences sociales. J'ai parlé d'une recherche qui partait des jeunes. C'est le premier livre, Jeunes de quartier, à partir de mots spécifiques sur lesquels ils ont travaillé. Ulysse Rabaté, Streetologie, qui nous parle de la culture politique des quartiers et notamment de la rue. L'épreuve des discriminations, qui est l'ouvrage collectif dont je vous parlais, qui est très passionnant et qui nous remet dans un contexte plus global avec Julien Talpin, mais d'autres auteurs.
Et puis un dernier, on aurait aimé avoir Marwan Mohamed avec nous sur la question des rixes et des embrouilles qui permettent d'aborder d'une manière plus précise une forme de violence dans les quartiers. J'évite. De fiction, parce qu'on reste bibliothécaire et que du coup, je vous fais deux recommandations de bibliothécaires. Une BD Rosie Zo de Chloé Wary, qui est super intéressante puisque c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui font partie d'une association qui se mobilisent sur une friche et qui font pas mal d'activités, mais c'est le nouveau centre culturel qui doit prendre place sur cette friche et donc il se voit dont une bibliothèque, qui se voit demander de partir de cet endroit-là parce que réaménagement et un centre culturel qui s'installe. Chloé Wary a d'autres BD sur l'histoire des quartiers populaires, mais celle-ci est particulièrement intéressante. Deux secondes d'air qui brûle de Diati Diallo, c'est un tout petit roman, d'ailleurs qui est facile à faire en action éducative et ES avec des jeunes. C'est sur les émeutes, mais c'est très bien écrit et ça met en débat des sujets de participation des jeunes à partir de leur vécu, notamment des banlieues du 93. C'est assez intéressant. Et juste vous dire, puisque vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, que tout ça, ça a été fait grâce à la mobilisation de bénévoles de l'ABF. Et donc, je me suis permise de vous dire que vous pouvez rencontrer les collègues du comité de l'Auvergne le 13 décembre prochain dans les assemblées générales. C'est comme ça et avec la participation des gens qu'on arrive à monter ce type de travail. Et en Rhône-Alpes, ce sera le 16 décembre, donc c'est très très bientôt. Mais si vous voulez avoir d'autres informations, il y a tout sur le site de l'ABF. Et si vous avez d'autres questions là-dessus, après aujourd'hui, vous pourrez nous contacter. Voilà, peut-être quand même laisser un temps d'échange. Merci beaucoup, Eleonora. Et comme tout bon 11-12 qui se respecte, vous serez très très frustrés parce qu'en réalité, il nous reste 3 minutes. Donc, s'il y a une question qui brûle les lèvres d'une participante ou d'un participant, n'hésitez pas, et y compris à prendre la parole. Il a été question de vocabulaire beaucoup et puis de représentation. En préparation du rendez-vous, on a rappelé aussi qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps à la BML Renaud Epstein qui a fait un travail autour de la représentation des grands ensembles architecturaux plus larges que les quartiers populaires et ça a interrogé nos modes de représentation. Donc je trouve que c'est aussi intéressant et ce sera en ligne bientôt sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'est d'ores et déjà en ligne sur le site de la BML, me semble-t-il. Donc, vous pouvez la réécouter. Ça questionnait les points de vue, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans la présentation d'Éléonora, c'est cet ensemble de points de vue, de vocabulaire et de positionnement qu'on peut prendre. Je suppose qu'il y a encore plein de dispositifs autres que les chaises pliantes à déployer dans les quartiers populaires pour arriver à rencontrer ces publics et faire de l'action culturelle un commun partagé. Ça a tout son sens. Est-ce qu'on peut remettre la slide des ressources? Alors en réalité, il y en a eu plein, donc je pense On va surtout qu'on va les envoyer et qu'on pourra mettre en commentaire peut-être aussi également sur YouTube la bibliographie qui pour ce numéro était très riche. Mais Eleonora a rappelé les pages de l'ABF. Je pense que ces ressources, elles y sont pour une Oui, grande tout à majorité. fait. Oui. Voilà, si vous êtes très très pressé, je pense que vous pouvez aller sur le site de l'ABF et les trouver. Et si vous êtes un tout petit peu moins pressé, vous les aurez dans les quelques jours qui viennent, soit sur notre chaîne YouTube, soit par mail que Juliette vous enverra. Je vous rappelle que ces rendez-vous, c'est vous qui les faites, c'est vous qui les programmez à partir de vos questionnements. Donc, n'hésitez pas à compléter la parenthèse régulièrement avec vos idées d'intervention, même si parfois on court pour organiser ces rendez-vous parce qu'ils arrivent vite. Mais, et pour reprendre certains mots, c'est aussi des ponts qui sont jetés entre vous et les intervenants, entre les participants. Donc, le rendez-vous s'arrête à midi pile, mais n'hésitez pas à continuer les échanges. On peut vous mettre en relation avec les groupes de travail de l'ABF, avec Eleonora. Voilà, ça va tout le temps très très vite, 1 heure. Merci beaucoup, Eleonora, parce que c'est toujours assez impressionnant de voir des intervenantes ou intervenants arriver à donner en tout cas les clés de compréhension d'un sujet, à défaut de pouvoir le traiter bien sûr dans son intégralité. Ça serait bien sûr tout le temps impossible, mais en tout cas, c'est toujours très enrichissant.
Euh, C'est oui, Pardon, c'est d'autant plus facile quand on se dit que le sujet est encore non clos et qu'on a besoin des autres collègues bibliothécaires pour continuer à travailler le sujet. Ça permet de se déstresser et donc je vous invite à continuer à travailler le sujet. On a besoin de personnes qui travaillent sur la relation des bibliothèques au territoire et pas seulement au quartier populaire. Donc c'est plus facile de synthétiser quand on sait que le sujet n'est pas clos et qu'on pourra toujours continuer à travailler avec des collègues. et ben du coup, j'en profite pour faire un petit pont entre la lecture publique et le patrimoine, puisque en janvier, à l'ENSIB, on interrogera, alors d'un point de vue plutôt sur les collections et moins les publics, mais sur cette notion de territoire et comment il est défini dans sa réalité administrative, historique, géographique et voilà. Et qu'est-ce qui fait référence à un territoire? Voilà, comment on documente, comment on construit la mémoire d'un territoire sur lequel on est installé. Voilà, donc, et le prochain 11-12, ce sera le 16 janvier autour des révolutions technologiques et de nos métiers plutôt liés aussi au patrimoine, puisque celui-là était plutôt, voilà, en tout cas pas lecture publique et ni patrimoine, un entre-deux, voilà, où on est toujours régulièrement. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Il est midi, ce sera mis en ligne. Un grand, 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 grand merci à Eleonora d'être Merci à vous pour Merci, l'invitation. Léonora. à ce numéro. On vous souhaite de passer de très belles fêtes à ceux et celles qu'on ne verra pas d'ici là et aux autres, on se voit dans les prochains jours, le prochain mois qui arrive. Il reste encore 10 jours pour se voir et partager plein de belles choses avant 2025, où on espère vous retrouver toujours aussi nombreux. À Merci, bientôt et à bonne bientôt. journée. Merci, au revoir.